Bonjour et bienvenue au Female Guest Book Club. La vidéo que vous vous apprêtez à voir a été enregistrée lors de notre rencontre avec Julia Carninon le 26 février 2025 à Lyon pour discuter de ses ouvrages, notamment ceux parus aux éditions L'Iconoclaste. On remercie le Mob Hotel qui rend ces événements possibles. Et si vous voulez venir au prochain, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Pour nous, c'était important de te recevoir parce que le Female Gaze, il transpire dans tous tes livres, que ce soit des livres très personnels qui parlent de ton expérience en tant qu'écrivaine, en tant que mère aussi. Tu as beaucoup écrit sur la maternité, ton expérience de la maternité, et dans tes romans, comme Liv Maria, Sauvage, où on aide à chaque fois des héroïnes, des femmes qui sont libres, indépendantes et qui ont des sacrées carrières aussi dans des métiers où on n'attend pas forcément des femmes. Est-ce que déjà ça, en première question, c'est important pour toi de donner à voir des modèles de femmes justement qui vont être marins, femmes d'affaires, chefs? C'est important depuis pas très longtemps. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon premier roman qui s'appelle Buvard, l'héroïne c'était déjà une femme, comment on dirait maintenant, une femme forte. Bon. Mais je me rendais, quand on fait son premier livre, on se rend pas compte de ce qu'on est en train de raconter. Beaucoup de choses nous échappent. Et puis, et c'est seulement maintenant, à force de creuser mon sillon, et mon sillon coïncide avec l'émergence de cette libération de la parole complètement inédite à laquelle on assiste en ce moment pour les femmes. Je crois qu'il y a des choses que j'écris que j'aurais même pas eu l'idée de pouvoir écrire si j'étais née 10 ans plus tôt ou 20 ans plus tôt, parce que c'était des sujets, et même en faisant mon petit livre autobiographique sur la maternité, j'ai fait face à des critiques dont certaines étaient extrêmement violentes, virulentes, qui ne portaient pas du tout sur la question littéraire, mais sur le simple fait d'avoir osé considérer la maternité comme un sujet digne de rentrer en littérature. Et moi, ça m'a pas du tout touchée personnellement, mais je me suis dit: «Waouh!» C'est là que j'ai vu l'étendue du problème, et d'une certaine façon aussi la maternité, je trouve, est une façon de devenir, davantage une femme, pas du tout dans le sens où une mère est une surfemme, mais dans le sens où, en endossant en plus le costume de mère, on est encore plus limité à cet endroit féminin au mauvais sens du terme, et donc des choses nous apparaissent, je trouve, qui pouvaient nous échapper tant qu'on était simplement une jeune femme et qu'on n'était pas rentré dans cet ordre-là des choses. Donc pendant longtemps, j'ai écrit sur la féminité à mon insu quasiment, parce que ça m'intéressait, parce que toute mon enfance, j'avais voulu lire davantage de livres avec des filles et j'avais cherché des figures de femmes auxquelles je pourrais m'identifier, parce que c'est bien sympa, tous ces trucs avec des princesses, évidemment, ça m'a fascinée. Mais devenue adulte, ça semblait pas un destin qui allait m'arriver, donc comment je pouvais me projeter? Et ces dernières années, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus politique pour moi. C'est-à-dire que je me pose la question, non seulement des sujets que je veux aborder dans mes livres, et dit comme ça a l'air très froid, mais en fait non, je trouve qu'il y a, évidemment, je suis mon désir avant toute chose, mais il y a quelque chose, j'ai une responsabilité maintenant en tant qu'écrivain de réfléchir à ce que je raconte de ce point de vue-là et aussi à comment je le raconte. Et ces derniers mois, ces dernières années, je réfléchis beaucoup, et c'est en partie le sujet du dernier livre que j'ai publié, Le passé est ma saison préférée, à ce que la présence des femmes en littérature peut changer sur la structure même de la littérature, c'est-à-dire pas seulement dans le sens d'apporter des sujets féminins en littérature, même si déjà c'est une révolution colossale de le faire sérieusement, mais aussi est-ce que le roman tel qu'on le connaît, c'est la seule forme du roman? Est-ce que cette orthodoxie, c'est la seule façon de faire le roman? Ou est-ce qu'on peut apporter quelque chose de féminin, une autre est-ce que la forme du roman telle qu'on la connaît est adaptée à transcrire l'expérience féminine? En réalité, c'est à ça que je pense. Et donc, j'ai pas la réponse, mais c'est devenu un laboratoire de plus en plus passionnant pour moi d'essayer de me tenir avec ce corps de femme dans la fiction et la non-fiction que je produis. Je crois avoir entendu dans une interview que tu disais que tu avais su très tôt que tu voulais être écrivaine. Et est-ce que tu saurais dire comment ça t'est venu et après comment ça a évolué pour toi aussi? Oui, c'est hyper simple en vrai. Moi, je suis l'enfant numéro 1 de mes parents, on est 2 filles, et ma sœur et moi, on a une grosse différence d'âge, et donc les premières années, j'étais toute seule avec eux. Et mes parents, ils étaient enseignants et c'était des gros lecteurs. Les livres, c'était la chose qu'il y avait le plus à la maison. Donc, comme tous les enfants aînés, j'étais très obéissante. Et donc ça a été la première chose que j'ai captée, que mes parents reconnaissaient comme digne de valeur. Les livres, c'était digne de valeur. Il y avait toutes sortes de légendes familiales sur l'importance des livres, sur la façon dont les livres les avaient liés aussi entre eux.
Et ma mère, quand je rentrais en CP, elle était surexcitée. Surexcitée parce que elle en parlait tout le temps. Elle me disait: «Mais tu te rends compte, tu vas enfin pouvoir déchiffrer les choses, tu vas pouvoir avoir accès aux livres, tu vas» et je crois qu'elle était, extrêmement, aussi émue à l'idée qu'on allait être ensemble là-dedans après. Donc les livres, c'est quelque chose qui m'a été tout de suite donné comme une chose extrêmement positive et donc je me suis mise à lire évidemment et puis je me suis mise à écrire aussi puisque c'est ça qu'on apprend au CP. Moi, j'ai un gamin maintenant là qui apprend ça, je vois exactement comment ça se passe et et je pense que j'ai adopté ça pour des raisons d'obéissance. Ça m'a passionnée évidemment, mais des fois les écrivains, ils racontent des histoires de comment est-ce qu'ils sont devenus écrivains contre le reste du monde, alors que moi vraiment tout était fait pour que et il y a pas d'écrivain dans la famille du tout et donc j'ai commencé à écrire des petits trucs et puis ma mère m'a donné sa machine à écrire et ça a été vachement important parce que ça voulait dire qu'elle prenait ça au sérieux et elle me donnait sa machine à écrire et puis une machine à écrire, c'était un objet, complètement fascinant parce que ça veut dire que je pouvais écrire des choses et que ça apparaissait, en caractère. On aurait dit des vrais livres. Oh là là, j'en pouvais plus. Donc j'écrivais des toutes petites choses. J'écrivais comme, tous les enfants ou presque le font. Enfin, je veux dire, les enfants font ça. Mais en fait, ben moi j'ai continué. Je pense qu'il y a un moment où on trouve autre chose à faire de plus sympa. Je pense qu'il y a la plupart des gens enfin ou plutôt que c'est très faible chez moi le besoin d'être avec d'autres gens, que j'ai un truc que j'ai adoré dans l'écriture et la lecture, c'était l'autonomie que ça proposait. C'est-à-dire le fait que pour, accéder à ce bonheur-là, j'avais pas besoin de convaincre une autre personne de le faire avec moi. Ce qui aurait été le cas si j'avais voulu jouer au ping-pong ou si j'avais voulu avoir un groupe de musique, par exemple. La parfaite autonomie, la solitude, ça, c'était une chose qui, m'a tout de suite beaucoup attirée. Hem et donc j'ai continué à écrire et puis j'ai écrit des choses de plus en plus longues et de plus en plus travaillées et puis à l'adolescence, à un moment, j'ai un peu levé le pied parce que, quand même au lycée, c'était plus intéressant de rouler des pelles, hein, globalement. Donc j'ai un peu lâché l'affaire mais sauf que je continuais à me voir c'était mon identité d'être la petite fille qui écrit et donc je continuais à en parler comme ça et un jour ma mère, elle m'a attrapée par le callback et elle m'a dit, «Tu vas arrêter tout de suite de faire ça. Tu vas arrêter de parler comme si tu étais écrivain, alors que tu écris des textes qui sont médiocres, que tu ne corriges pas et que tu n'as même pas lu suffisamment pour prétendre connaître quoi que ce soit à la littérature». Ce qui était vrai et très vexant et du coup, je me suis remise au travail. En fait, c'était insupportable que ma mère, elle me dise une chose comme ça, et elle avait des arguments. Là, je vous le fais rapidement, mais ça durait longtemps cette conversation et elle avait évidemment complètement raison, et donc je me suis remise à écrire beaucoup plus sérieusement et à partir du, ouais, 4e et puis tout le lycée, j'écrivais un roman par an. En début d'année scolaire, je le tapais sur la machine et arrivé au printemps, j'avais fini. C'était des textes que je relisais pas parce qu'en fait, heu, maintenant je travaille sur Word comme à peu près tout le monde et donc ma façon de travailler, elle est extrêmement presque dépendante de ce logiciel et des possibilités de couper, découper, calculer, diviser en plusieurs alors que quand je tapais à la machine, les feuilles, elles sortaient. Putain, j'allais pas commencer à mettre du blanco et découper les choses et puis j'étais paresseuse et et donc d'un côté, je voulais faire ça, d'un côté, très tôt quand j'étais enfant et que j'ai commencé à dire que je voudrais faire ça, on m'a tout de suite dit: «Bah, bien sûr que non». C'est les probabilités que tu puisses un jour gagner ta vie comme ça sont tellement faibles que tu vas certainement pas en faire une tactique de vie et c'est comme ça que j'ai fait le doctorat. Évidemment, ce qui était une assez bonne idée, hein, de mon père de l'idée qu'en faisant un doctorat, j'allais être enseignante comme eux tous dans la famille, mais que j'allais travailler moins pour gagner plus et que donc j'aurais le temps ça allait me dégager du temps et de la liberté pour écrire à côté. C'était le compromis qu'il me proposait et ça faisait sens et donc les livres ont commencé à être de plus en plus longs. Je les envoyais à une copine de mes parents qui était éditrice chez Thierry Magnier, donc une fois par an, je lui envoyais mon machin. Ça coûtait cher à l'époque, fallait imprimer les livres. C'est aussi pour ça que je les envoyais pas trop aux éditeurs. C'était des sommes que j'avais pas, quoi et je lui envoyais à elle et elle me disait: Non, pas ouf, toujours pas ouf» et puis après je lâchais l'affaire, quoi et j'en faisais un autre l'année suivante et puis, ensuite à la fac, j'ai écrit un roman, Adieu la chair, ça a été publié sous ce titre-là et ensuite pendant 5 ans, j'ai plus publié. J'ai écrit et je continuais mes études et je publiais pas et il y avait des moments où je me demandais comment tout ça allait tourner et puis ensuite j'ai écrit Buvard et puis ensuite j'ai trouvé l'édition du Rouergue et ensuite tout a eu l'air très logique alors que pendant longtemps ça avait pas eu l'air très logique. Tu as parlé de solitude dans du coup, ton goût de enfin, ce qui a fait que tu as continué d'écrire, ton goût de la solitude. Je crois que c'est dans,
une activité respectable que tu parles de ton séjour à Budapest pendant lequel tu as écrit. Comment tu fais maintenant, notamment que tu es mère, pour trouver de la solitude je crois que tu en parles dans ton texte, dans Être mère. Ouais, ça c'est vraiment trop. Mais en même temps, je savais, j'avais pas. J'ai trouvé. Je veux vraiment pas du tout faire la maline parce que bien sûr, je suis perdue de ouf, mais j'ai trouvé. Mes parents décrivaient le fait d'être parent comme une chose tellement difficile que j'ai trouvé ça moins pire finalement quand même. Mais n'empêche que, bah ouais, maintenant je vis dans une maison avec 3 personnes quoi, et 3 personnes un peu bruyantes. Et et je pense que j'ai pas voulu admettre que ça me posait problème pendant longtemps et maintenant je le vois un peu mieux. Une de mes grandes, obsessions ces temps-ci, c'est de trouver un moyen d'avoir un bureau. Parce que j'ai donné mon bureau à un de mes gamins pour qu'ils aient chacun une chambre et c'est bien, mais en fait, c'est pas bien pour moi du tout. Hem, Comment je fais? En fait, quand j'étais un jeune écrivain, que j'étais pas très sûre de ce que je faisais, j'avais tendance à écrire tout le temps, heu, parce que c'était une façon d'être rassurée sûrement. Mais du coup, je travaillais pas bien. Parce que j'avais tout ce temps pour écrire, donc je le gaspillais, j'étais pas assez sérieuse, j'avais pas assez de temps pour réfléchir. Évidemment qu'écrire des livres, c'est pas comme faire du sport, mais n'empêche qu'il faut aussi mesurer son effort dans cette chose-là. Il y a une vraie histoire de... Et je me sens stupide quand je dis ça, mais un vrai truc de réussir à se positionner au bon endroit, de se mettre dans cet état qui est pas tellement un état d'inspiration, qui est un état de lévitation, qui est un état de se concentrer avec la partie de moi qui sait faire ça. Il y a des moments dans la journée où c'est pas la question d'être capable de faire des phrases de grammaire, on s'en fout. Et il y a d'autres moments où il faut que j'arrive à connecter à cette partie de moi qui sait faire cette chose parce que c'est maintenant que je dois la faire. Donc avec les enfants et même simplement avec la mise en couple, ça a dû beaucoup se réorganiser. Quand j'étais célibataire, j'écrivais la nuit. J'adorais ça, bien sûr. Mais ensuite, j'ai fait ma vie avec un garçon qui avait un travail, beaucoup plus classique. Donc si je travaillais la nuit, on n'avait pas de vie ensemble. Donc j'ai commencé à déplacer les moments où je travaillais. Et puis j'ai aussi compris que, à force, j'avais acquis la discipline et que donc j'avais pas besoin de me fouetter tous les jours pour écrire, que je pouvais déterminer des moments où je le faisais. Ce qui était pratique, ça laissait du temps pour faire d'autres choses et puis je me suis mise à travailler plus efficacement. Et donc maintenant, là, depuis, alors j'arrive jamais à savoir depuis combien d'années je fais ça, mais disons au moins 3 ou 4 ans, j'écris seulement 3 soirs par semaine. J'écris dimanche soir, lundi soir et mardi soir. À partir du moment où les enfants sont couchés, donc 20h30 jusqu'à minuit, c'est un grand maximum. Donc c'est pas des grosses séances d'écriture et ça veut dire 10 heures d'écriture par semaine. Quand on est dimanche matin, je sais que le soir je vais travailler et je suis parfaitement en état de le faire. Parce qu'en fait, ça fait 4 jours que j'ai pas écrit et donc je frétille, j'ai pas peur d'y aller, j'ai pas peur de la page blanche. Je sais que je vais m'asseoir dans le même fauteuil, dans le salon, avec quasiment la même playlist et que d'une manière ou d'une autre, je vais sortir quelques centaines de mots ce soir-là et que je vais faire ça les 3 soirs et quand je m'arrête le mardi soir, des fois, je rajoute une journée, mais en fait, ça se passe jamais bien la journée d'après. C'est pas ça qu'il faut. Ça fait des jours de jachère, ça fait des soirs où j'ai du temps pour voir des gens, parler avec mon mec, faire autre chose. Alors, quand je suis en déplacement, tout ça se décale, hein, mais je travaille ouais, quasiment jamais un autre soir que ça. Sauf quand je suis à la fin d'un livre et que je suis à la bourre comme d'habitude. Et là, des fois, je fais des tunnels qui sont hyper agréables parce que euh, construire un livre, c'est ce que je fais en ce moment là. Le livre que j'écris en ce moment, j'en ai la moitié. C'est chiant. C'est le pire moment du livre parce que j'y suis presque, mais je suis pas sûre que je vais y arriver. Je suis pas sûre que ça va être comme je veux. Je suis encore dans les cartons et la colle et c'est laborieux là tout de suite. J'ai pas envie de le faire du tout. J'ai envie de fermer les yeux, de me réveiller dans 6 mois et qu'il soit là et qu'il soit impeccable. En fait, c'est chiant à faire. Et en même temps, à chaque fois que je travaille, ça se passe bien, mais alors que quand un livre est quasiment terminé, quand on en a 80% ou même quand on en a 100% et qu'on est juste en train de mettre les dernières fleurs de sucre dessus, là, mais là, ça, c'est un moment où on peut y passer toute sa journée. Parce que de toute façon, c'est gagné et qu'on ne fait que l'améliorer. Et ça donne vraiment l'impression de faire les derniers réglages. Et ça, c'est des moments où un tunnel est hyper agréable. Mais au stade où j'en suis, je me méfie de mon roman comme de la peste. Je veux pas, je m'ouvre pas dans la journée. Je le déteste à plein de moments parce que j'ai peur qu'il me dise que je vais pas y arriver ou qu'il est moins bien que prévu ou même que ce projet en soi est stupide et ça, c'est pas très confortable. Là, ce que tu dis, et puis ce que tu disais aussi, où toute ta jeunesse et ton adolescence, tu continuais d'écrire, même si tu publiais pas et qu'on te disait que c'était pas terrible et tout ça. Et j'ai l'impression que t'as jamais, ça me donne l'impression que t'as jamais douté, en fait, que c'est ce que tu voulais faire dans ta vie et que c'est un vrai plaisir aussi d'écrire, du coup. Ouais, complètement. J'ai jamais ça se formulait pas du tout en termes de doute. C'est-à-dire que
je je croyais ce qu'on m'avait dit, c'est-à-dire que les probabilités que je puisse un jour ne faire que ça étaient extrêmement faibles. Je pensais même pas qu'en travaillant très dur, je pouvais, réduire ce risque. C'est-à-dire ça m'avait l'air hors de mes mains de toute façon. En revanche, ce que je savais, c'était que ça nécessitait pas beaucoup d'investissement, matériel d'écrire. C'était pas Ça empêchait pas beaucoup d'autres choses, donc je pouvais toujours continuer de mon côté. C'était du temps que je prenais à autre chose, c'était des choses dont je me privais moi, mais sinon c'était pas trop c'était pas un pari si risqué matériellement, je sais pas comment dire ça. Et oui, c'est du plaisir, c'est-à-dire et en fait, c'est un plaisir. D'un côté, c'est plus compliqué maintenant parce que, bah, j'ai déjà fait des livres. Donc de temps en temps, ça m'arrive, j'écris une phrase et je me dis: «Tain, elle est mais j'ai déjà écrit cette phrase et j'ai déjà écrit exactement cette phrase ou j'ai déjà écrit exactement cette scène». Donc il y a quand même un côté: «Putain, combien de livres je porte en moi exactement? Est-ce que je suis pas déjà en train d'outrepasser quelque chose?» Il y a le fait que c'est, très, différent d'écrire une fois qu'on est publié. D'un côté, quand tu écris, ton rêve, c'est d'être publié. Tous les gens qui ont un manuscrit dans leur tiroir se disent: «Oh, mais le jour où un éditeur me dit oui, je vais être la personne la plus heureuse du monde», et c'est vrai. Le problème, c'est que le premier livre qu'on publie, c'est le dernier qu'on aura écrit seul, qu'on aura écrit dans ce silence merveilleux. Après, on saura pour toujours ce que les journalistes ont pensé du livre, ce que les gens ont pensé du livre, quand bien même ça serait des choses très positives, hein. Mais on a cette information et donc on n'est plus jamais seul à sa table de travail. Et c'est une autre discipline encore que de décider dans quelle étagère on va ranger ces choses-là. Euh, et mon exigence aussi par rapport à ce que je fais, je crois, j'espère qu'elle a bougé. Et en même temps, le plaisir, par contre, il est bien plus grand. Je pense qu'il y a une partie peut-être qui est due au fait qu'il y a quand même un petit plaisir au fait de savoir que mes livres sont davantage lus qu'avant. Et donc ça change quelque chose quand tu écris, d'avoir une idée plus claire de à qui tu t'adresses aussi et qu'il y a des gens qui suivent une partie de ce que tu fais. Et cette responsabilité-là aussi envers eux, elle est extrêmement excitante, moi je trouve. Sans vouloir du tout donner trop d'importance à ce qui n'est jamais que quelques pages, bien sûr, mais ça c'est intéressant. Et la maîtrise qui augmente petit à petit. Des choses dont je pense je suis la seule à voir, et c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est des tout petits points, des moments où j'arrive à faire des transitions que je ne savais pas faire avant, où je suis... Là, par exemple, le livre que je fais, il a 5 personnages principaux. Moi, j'ai commencé en écrivant des monologues, puis des dialogues, et puis des livres avec vaguement des personnages secondaires qui étaient quand même... j'arrivais pas à manier autant de personnages. Et c'est pour ça que ce livre que je fais en ce moment, il me fait peur aussi. Mais tout d'un coup, étendre son domaine de lutte, horrible de citer Michel dans un moment comme ça, mais étendre son domaine de lutte, avoir une boîte à outils qui est plus complète, avoir aussi une connaissance de la littérature en tant que lectrice qui s'étend d'année en année. Ah ouais, les séances de travail, elles se passent toujours bien en fait maintenant, ça m'arrive jamais alors que jeune. C'est pour ça que j'avais commencé à écrire le soir, c'est qu'en fait, je m'étais rendu compte que quand j'avais 20 ans quoi, que si j'écrivais le matin et que ça se passait pas bien, ma journée elle était foutue, foutue, et la journée d'après et la journée d'après et la journée qu'en écrivant le soir, bah, au pire j'allais me coucher et ça marchait bien. Donc c'est comme mais maintenant les séances de travail, elles sont toujours bien d'une manière ou d'une autre, ouais. Donc c'était pas, je sais pas si c'était de la persévérance, c'était juste, c'est tellement, c'est tellement le seul endroit quand je lis ou quand j'écris où où je me laisse tranquille, où je suis en sécurité, ou en tout cas où il n'y a que moi qui peut m'importuner. C'est-à-dire c'est un endroit où je suis pas en train de me dire putain est-ce que je devrais être en train de faire autre chose, où je suis pas en train de me dire est-ce que je suis assez gentille, ou est-ce que je suis comme il faut. Quand je fais ces choses-là, je suis libérée de toutes ces questions-là et je dois simplement trouver quoi faire avec les 26 lettres de l'alphabet. Ah, c'est cool. Tu parles du choix et du coup ça fait penser à un thème récurrent dans tes livres qui est les vies qu'on aurait pu vivre et les choix qu'on fait. Et est-ce que tu sais d'où ça te vient d'avoir ce thème-là qui reviennent régulièrement? Je pense qu'il y a une partie, c'est cette histoire d'être assez obsédée par le passé, quand même, il y a un truc comme ça. Après, je pense que... Je sais pas comment dire ça. Je trouve que la vie va un peu vite. Et c'est vraiment très banal, mais je sais pas si tout le monde a ça ou pas, mais cette espèce de sensation d'avoir passé l'enfance à attendre d'être adulte, et ensuite la jeunesse à attendre d'être vraiment un adulte, d'être autonome, d'être un parent, d'être
d'être une femme adulte, de me promener avec mes enfants et de plus avoir cette impression qu'on va me les prendre parce qu'en fait, je suis sûrement une adolescente alors que j'ai eu mes enfants, j'avais 30 ans. Personne ne pensait que j'avais 15 ans. Ça n'a pas de sens. Et, et en même temps, tout d'un coup, ça y est, c'est déjà passé. Ça y est, c'est déjà là. C'est déjà ce mec et c'est déjà ses enfants. Et ça fait déjà 8 ans que je suis revenue vivre dans ma ville natale où je pensais ne jamais revenir. Et le temps passe. Et là, j'ai 38 ans et donc dans ma vie j'accepte la réalité, je fais avec, je la questionne, j'essaie d'avoir de la gentilité bien sûr, mais je me fais aussi emporter. Le temps passe tellement plus vite avec les enfants par exemple et il y a toujours cette espèce de culpabilité de est-ce que je les regarde assez, mais en même temps j'ai un bouquin à faire, mais en même temps et je nourris mes enfants avec les livres que je fais, donc c'est un truc sans fin comme ça. Et dans les livres, je peux imaginer comment ce serait différent, mais pas seulement pas seulement oh mon Dieu, cette mère de famille, un de mes personnages, peu importe lequel, ça marche pour tous mes personnages, cette mère de famille se dit « Ah, si j'avais pris cet embranchement-là, il y a 15 ans, je serais ailleurs ». Mais aussi ce que ça veut dire de penser à si c'était différent, c'est-à-dire par exemple dans Sauvage, euh, qu'est-ce que ça change si tout d'un coup c'était les femmes qui imposaient leur rythme professionnel à toute une famille? Qu'est-ce que ça faisait si tout d'un coup les femmes s'autorisaient à être égoïstes, comme si pour nous ça arrêtait d'être un gros mot? Alors que moi j'en ai entendu plein des hommes avec qui j'étais dans ma vie qui m'ont dit bah je suis comme ça, je suis égoïste. Et moi c'était un mot que j'ai pas le droit de prononcer, c'est extrêmement tabou, c'est interdit d'être égoïste. Ça veut pas dire que je le suis jamais, ça veut dire que c'est quelque chose que je pourrais jamais admettre à voix haute, ça me semblait. Et donc la fiction, je trouve que ça permet cette chose-là, de déplacer les choses, et je vois bien dans mes livres de raconter des choses qui sont parfois choquantes. C'est beaucoup des femmes qui sont véhémentes, virulentes, qui à certains endroits écrasent tout sur leur passage, qui écoutent leurs désirs avant ce qui se passe autour, qui peuvent abandonner leurs enfants, revenir sur ce qu'elles ont promis, bien sûr. Mais je me demande comment ce serait si on pouvait faire ça. Et je trouve que le simple fait de l'imaginer, ça aussi, ça me redonne de la gentilité. Ça me rappelle que j'ai une emprise sur les choses, que je peux décider et que la raison pour laquelle j'essaye de me comporter bien tous les jours et de respecter ce qui me semble être un code moral intéressant, c'est un choix que je fais jour après jour. Je peux, demain, après-demain, dans 6 mois, faire ma valise et quitter ce foyer que j'ai construit si je considère que c'est la meilleure chose pour moi. Et je trouve ça, et je pense que je ne ferai jamais ça de ma vie, bien sûr, pour un tas de raisons petites et immenses. Mais il y a quelque chose, je trouve, dans la façon, dans l'espace qu'on laisse aux femmes pour être, qui est tellement réduit, que c'est presque une nécessité de réflexion, une nécessité révolutionnaire. J'écoutais une interview de Judith Duportail ce matin sur son livre Maternité rebelle où elle dit mais en fait c'est pas que les mamans solas, c'est quand on est une mère on doit être rebelle parce que rien n'est prévu pour nous, rien ne va être facilité, on va toujours nous raccompagner vers la bergerie comme ça. Et donc je trouve que questionner ça à minima dans la fiction c'est extrêmement nécessaire. C'est vrai que dans tes romans, et notamment dans Sauvage, on a à la lecture ce côté « Ah ouais, en fait, c'est possible aussi d'être dans ce schéma-là ». Donc, pour dire rapidement, dans Sauvage, on a quand même un personnage de femme qui se fait passer avant sa famille, avant son mari, qui fait passer son travail avant le reste, qui va même jusqu'à quitter un moment le domicile familial pour se consacrer à elle. Et c'est vrai que le premier sentiment que moi j'ai eu en le lisant, c'est ah ben oui, c'est possible aussi. Tu ouvres une porte et tu inverses des rôles qui nous choqueraient pas en fait si c'était un homme qui le faisait. Mais au là, on se dit ah oui, en fait c'est une porte. Tu ouvres des portes. Ouais, c'était très bizarre. J'avais pas parce que maintenant le livre, quand j'en parle, j'ai l'impression de dire des trucs hyper politiques, alors que quand je l'écrivais, je suivais juste les choses comme elles venaient. Mais ça a été pas étonnant parce que je me doutais un peu, mais quand le livre est sorti et que ce personnage d'Otavia, il a été décrit comme une femme horrible, une femme égoïste, quelqu'un, et vraiment comme si j'avais fait quelque chose d'extrêmement transgressif. Ça m'est aussi arrivé de venir dans des assemblées comme celle-là et de sentir un climat d'hostilité envers moi, parce qu'évidemment les gens pensaient que comme j'écris des livres sur des mères de famille et que j'en suis une moi-même, peut-être que j'avais vraiment fait tout ça. Oh, la traîtresse à la cause totale, parce que on n'est pas censé s'échapper du troupeau pour commencer à faire des trucs comme ça en disant que c'est pas un problème. C'est pas possible. Et donc ça venait de tous les côtés et je me disais c'est quand même dingue parce que cette femme, elle ne commet aucun crime. Je veux dire, il y a un moment où ça remue un peu dans sa vie personnelle, c'est vrai, mais
elle est même pas adultère, c'est même pas ça qui se passe. C'est juste, elle est passionnée par son taf. Et moi, dans le livre, je parle davantage de son travail que de son rapport avec ses enfants, qui est pas parfaitement équilibré, mais on n'est pas du tout sur une mère maltraitante, c'est pas ça qui se passe. Et le simple fait d'inverser la répartition des tâches ménagères entre elle et son mari, ça aussi, ça a été beaucoup commenté. Et c'était genre, mais vous vous rendez compte du monde dans lequel on vit? C'est-à-dire que même ça semble une transgression. Le fait de supposer que de temps en temps, ça serait possible que ça fonctionne dans l'autre sens, le fait qu'une femme écoute son désir, ça, c'est transgressif. Mais quelle vie de merde on nous propose? Enfin, c'est incroyable quand même. Non, mais moi, j'ai toujours été une personne extrêmement obéissante, mais plus je vieillis, moins je le suis, parce que je me rends compte de ce qu'on me propose. Et il y a un côté, mais pas du tout, mais pas du tout, pas du tout, du tout. Je pense que j'ai droit à une beaucoup plus grosse part du gâteau, et sans prendre la part des autres, mais juste, bah non, non, je vais pas me déplacer dans 1 mètre carré, c'est inacceptable. Tu as utilisé le mot de politique tout à l'heure, et moi je l'ai ressenti en lisant ton tout dernier livre, Le passé est ma saison préférée. Je crois que c'est la première fois que je lis le mot féministe dans un de tes livres, ou féminisme, et je t'ai senti beaucoup plus engagée dans ce livre-là que dans tes autres, donc ça se ressent aussi dans ce que tu écris. Un autre livre que tu as publié récemment, c'est Yoko Ono, une monographie poétique. C'est ça le nom entier, je crois. C'est exactement ça. Qui est un peu une biographie de Yoko Ono en poésie, qui est incroyable et qui m'a permis de découvrir le travail de Yoko Ono, qui n'est pas que la femme de John Lennon, et tu la repositionnes dans le rôle qu'elle a eu dans l'art contemporain et dans tout ce qu'elle a pu apporter. Pourquoi tu as choisi d'écrire sur elle? En fait, moi, je suis une très grosse fan des Beatles. Genre, j'ai la carte du club et tout. J'ai fait le Magical Mystery Tour à Liverpool. Enfin, le truc pathétique. Et donc, j'étais complètement obsédée par les Beatles toute mon adolescence, évidemment. Et donc, mon père, gentiment, m'enregistrait des reportages sur les Beatles. Donc, j'avais aussi des vidéos comme ça que je ponçais dès que je pouvais. Et en fait, quand on s'intéresse aux Beatles, il y a une seule femme qui apparaît avec eux. C'est Yoko Ono. Et qui, en plus, dans les moments où elle est sur les images avec eux, qui est extrêmement reconnaissable parce qu'elle est toujours identique. Elle est toujours habillée tout en noir. Elle a les cheveux jusque-là qui lui couvrent à moitié le visage. C'est quasiment un symbole, quoi. C'était écrit à droite à gauche dans les trucs qu'elle était artiste conceptuelle, et je savais ce que c'était qu'une artiste conceptuelle. Mais j'ai jamais creusé. Et il y avait ce truc de Fluxus, et j'ai jamais creusé. Et donc, elle était là, quelque part, mais en même temps, je croyais quand même à cette histoire qu'elle devait être une imposture d'une manière ou d'une autre. Et puis, les années sont passées. J'ai beaucoup moins écouté les Beatles, mais Yoko Ono est réapparue à différents endroits. Déjà, je me suis mise à lire beaucoup de livres sur l'art, et j'ai découvert que Fluxus, c'était pas des conneries, en fait. C'était très sérieux, Fluxus. C'était pas un point de détail, hein. C'était un vrai truc. Ah, d'accord. Après, j'ai appris davantage de choses sur l'art conceptuel, l'art expérimental, l'art performance. J'ai commencé à fréquenter des artistes aussi. Donc, ce truc. Et puis, j'ai commencé à me rendre compte que souvent, je rencontrais des filles avec qui je devenais copine. Et à un moment, je découvrais qu'elles aussi, elles aimaient Yoko Ono. Mais aucune de nous n'avait d'autel pour notre amour. En fait, il n'y avait pas beaucoup de livres. Il y avait les albums de Yoko Ono, mais faut vraiment l'aimer très fort pour écouter ça quand même. C'est un truc à faire exploser les vitres de sa voiture. Même s'il y a des chansons de Yoko que j'écoute le soir pour m'endormir, hein, mais c'est pas dingo. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à voir que ça réapparaissait un peu partout. Et puis ensuite, il y a eu tout un enchaînement de trucs où j'avais écrit des passages sur Yoko Ono pour Sauvage, mais ça n'allait pas du tout dans Sauvage. Et puis là-dessus, l'éditeur de l'Iconopop, donc l'Iconoclaste, ça s'est arrêté, mais dans les mêmes bureaux que l'Iconoclaste, m'avait proposé de faire ce livre. Il m'avait proposé de faire un livre de poésie, mais quoi ? J'allais pas ressortir mes vieux textes du slam et tout. Et donc un jour, je suis littéralement allée du bureau de mon éditrice à son bureau à lui, et sur la route du couloir, quoi, je me suis dit, j'aimerais bien faire ça, une monographie poétique de Yoko Ono. J'avais déjà pensé à faire un roman qui raconterait toute la vie de Yoko Ono, mais je dirais que c'était elle que à la fin, pour vraiment piéger le lecteur et dire, vous voyez cette femme, vous en pensez tous du mal, et en fait, elle a une vie de ouf, et vous êtes bien pris à votre propre jeu, et bon. Sauf que faire un roman comme ça, c'est pas dans mes compétences. Je suis pas capable de faire un roman
je sais pas comment dire, aussi narratif, aussi biographique et avec un plan à ce point-là, je suis incapable de faire ça. Donc j'avais lâché l'affaire. Mais en poésie, c'était beaucoup plus facile à faire parce que la poésie, c'est moins de texte, c'est plus resserré, on peut laisser des ellipses. Ça s'accordait bien aussi au genre d'art qu'elle-même avait produit. Et donc il m'a dit oui, et donc j'ai commencé à collecter tous les livres que je pouvais trouver sur Yoko Ono, et puis j'ai poncé tout ça un peu comme j'avais poncé les choses pour faire mon doctorat, faire des recherches, moi j'aime bien. Et ensuite je me suis remise à écrire de la poésie pour la première fois depuis je sais pas combien d'années. Et voilà, donc l'idée c'était de ouais, de de la raconter vraiment, même si très modestement, mais de raconter les œuvres d'art et puis son enfance très particulière et puis le fait que pardon, mais John Lennon c'est 12 ans de sa vie en fait. Du coup, j'ai fait ce bouquin et en le faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc hyper intéressant avec le fait de réhabiliter une figure comme ça, parce que dans cette idée d'avoir des figures féminines auxquelles s'identifier, je trouve qu'on en manque. Elle fait jurisprudence, elle nous dit que ça peut aussi être ça, être une femme. Et elle a quelques déclaration que j'ai mis dans le livre sur son rapport à la maternité, où elle dit moi je considère que je porte le bébé et après il s'en occupe, parce que moi déjà je l'ai porté et je veux que je retourne faire des trucs. Bon évidemment, c'est pas exactement ça que je pense qui serait bon, qui serait juste, mais hey, il y a un début de piste dans quelqu'un qui pose cette chose-là. C'est plus intéressant pour moi, en tout cas, ce genre de parole qu'une énième meuf en couverture de Elle qui nous dit que c'est le plus beau rôle de sa vie, qu'elle a choisi un papa super génial et que... Non, non, non. Cut, on se revoit dans 5 ans et on parlera plus sérieusement, mais c'est pas comme ça que ça se passe, la vie. C'est merveilleux, les enfants, la famille, mais je veux dire, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, et en fait, je veux finir avec un truc sur Yoko Ono, c'est que quand j'étais en train de l'écrire, j'avais quasiment fini, et puis j'ai envoyé un texto à une de mes grandes copines, mais que je vois pas souvent, et je lui ai dit, j'écris un livre sur Yoko Ono, et est-ce que tu penses à des choses qu'il faut que je dise dans le livre? Et en fait, elle m'a envoyé un hyper long texto, avec des notes qu'elle avait collectées depuis des années. Et ça m'a reconfirmé dans l'idée que oui, on était plusieurs à avoir des petits foyers de Yoko Ono comme ça. Et ensuite, elle m'a dit, c'était le moment, l'été dernier, vous savez, il y avait la grande rétrospective Yoko Ono à la Tate. Et moi, j'avais jamais vu une expo de Yoko Ono. J'ai jamais eu le temps, j'ai jamais eu l'argent pour aller voir des expos qui n'étaient pas à l'endroit où j'étais. Et puis, elle n'a pas eu beaucoup d'expos. Et donc, cette copine-là, elle m'a dit, tu veux pas qu'on y aille? Et donc, on s'est barrés toutes les deux à Londres 24 heures juste pour aller faire ça. Ça, c'est un moment où je me suis sentie une adulte, quoi. Ça, c'était cool. Ça valait le coup d'être une femme adulte, de pouvoir faire ça, comme ça, sans demander l'autorisation à personne. Et donc, on va à l'exposition de Yoko Ono, et on était trop heureuses toutes les deux, et on voit toutes les pièces qu'on connaissait déjà. Ma copine, elle se met dans un sac, on voit les clous, on voit les trucs. Donc, c'était merveilleux de voir en vrai des choses dont on avait toujours su qu'elles existaient. Et la dernière salle, c'était une pièce que je pense Yoko avait peut-être créée spécialement pour cette exposition. Et donc, c'est une grande pièce et il y a des papiers et un crayon et les gens sont tous invités à écrire sur un papier quelque chose à propos de leur mère et ensuite à le punaiser au mur. Donc moi, évidemment, j'ai passé 2 heures dans cette pièce à lire tous les petits papiers et c'était extrêmement intéressant parce qu'en fait, l'écrasante majorité des gens avaient écrit « Ma mère est la personne la plus forte que je connaisse et ma mère... fait toujours passer les autres avant elle-même. » Il y en avait des milliers. Il y avait des gens de tous les pays qui étaient venus là. Des gens qui étaient intéressés par Yoko Ono, d'accord, mais quand même. Mais il y en avait plein, donc il y en avait quelques-uns qui racontaient d'autres trucs. Mais ce qui ressortait le plus, mais de façon, c'était ça. Et donc, je me suis dit, évidemment, c'est mes marottes, mais je me suis dit, c'est pas possible que leur maman soit tous la femme la plus forte du monde. En fait, tout ce que ça veut dire, c'est que, et c'est bien qu'on voit sa mère comme ça, sans doute, mais en fait, non, c'est pas bien du tout. En fait, on valorise chez les femmes la résilience, la résistance. Mais c'est pas seulement on a le droit d'être vulnérable, c'est juste, pardon, je sais pas combien il y a d'émotions en tout chez l'être humain. Ces deux-là, c'est même pas des émotions, en fait, la résilience, c'est juste une façon de coper face au monde. Et donc, si tous ces adultes qui ont été invités à témoigner sur ce qu'était leur mère n'ont été capables de parler que de sa façon de se sacrifier et de sa force, ça en dit long, là aussi, sur le peu d'espace qu'on accorde aux mères, aux femmes, et sur les injonctions qui pèsent sur elles. Une émotion, ça peut être d'avoir de l'ambition pour soi, ça peut être d'être impatiente, ça peut être d'autres choses que simplement tenir bon, et de le faire tellement bien que nos enfants le croient encore des années plus tard.
sur la maternité. Tu as écrit 2 livres, dont c'est le sujet principal. Toucher la terre-ferme, qui parle de ton expérience à toi, et Être mère, qui est un ouvrage collectif que tu as dirigé, oui, je me trompe pas, dans lequel tu as fait intervenir tout un tas d'autrices incroyables, et donc qui ont chacune écrit un texte sur leur expérience de la maternité. Comment tu les as choisis? Ça, c'était assez compliqué. C'était la partie la plus flippante. C'est un projet que j'ai apporté à l'Iconoclaste. Moi, je suis pas éditrice, c'est pas du tout. Donc, je sortais de ce que je suis censée faire, et c'est ce que je raconte dans l'introduction. J'ai une copine qui avait eu un bébé après moi, et moi, je l'avais beaucoup rassurée quand elle était enceinte en lui disant mais ça va aller, et ça s'est pas bien passé du tout. Et donc ensuite, on s'est retrouvées toutes les deux, et je me sentais conne parce que moi, j'avais essayé de rassurer. On sait bien qu'une femme enceinte, on va pas lui dire ça va être horrible. Et moi, ça avait pas été horrible. Donc, je l'avais rassurée en toute franchise. Et ensuite, elle m'avait dit. Et je m'étais dit, putain, comment est-ce qu'on fait pour communiquer entre mère, non-mère, future mère? Un livre, moi, c'est toujours ma façon de communiquer préférée. Et puis, je trouve aussi qu'un livre, ça permet d'avoir accès à de l'information au moment où on le décide, en privé. On n'est pas lancé dans une conversation qu'on ne sait plus comment arrêter. On n'est pas susceptible de se voir poser des questions. On peut juste saisir l'objet. Donc, j'avais proposé ça à l'Iconoclaste. Et donc, ensuite, il fallait déterminer les autrices. Il fallait trouver des autrices qui acceptent. Parce qu'il y a aussi eu des filles à qui j'ai proposé qui m'ont dit qu'elles trouvaient ça super, mais qu'elles n'avaient aucune envie de s'exprimer publiquement sur un sujet aussi privé, ce que je comprends parfaitement. Et pour moi-même m'être exprimée publiquement là-dessus, je sais qu'écrire de la non-fiction, ça n'a rien à voir avec le fait d'écrire de la fiction dans la façon dont on est considéré ensuite, bien sûr. Et après, j'étais bien emmerdée parce que moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et je leur ai dit, voilà, je voudrais qu'on fasse un livre où, en gros, vous m'écririez un texte, mais un vrai texte de littérature. Je veux pas que vous me fassiez un article, je veux vous alliez puiser à vos compétences d'écrivaine, et un texte sur ce que vous auriez voulu savoir sur les enfants, enfin sur la maternité avant. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est trop tard. Hein. On passe le truc et après, on sait plein de trucs, mais on ne peut pas revenir derrière. Donc, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise ou savoir? Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans cette expérience? Parce qu'il y a des choses étonnantes quand même. On a l'impression qu'on maîtrise ce sujet avant d'y être. En réalité, c'est très surprenant, je trouve. Et donc, et ensuite, elles m'ont dit oui. Et puis, elles étaient toutes à des endroits différents. Et les textes ont commencé à arriver. Et je ne savais pas du tout si ça allait marcher. Déjà, miraculeusement, elles ont toutes choisi des sujets différents, sans qu'il y ait eu du tout besoin de les rerouter. Et des sujets qui m'avaient l'air bien, elles. Enfin, je trouvais qu'elles avaient bien identifié quelque chose. Et elles m'ont envoyé des textes et j'étais là, putain, je sais pas. Et finalement, j'ai mis tous les textes dans le même document avec la même police, une police qui est la mienne. Parce qu'en fait, c'était ça aussi, tous les écrivains, ils ont leur truc. Et donc, il y en avait une qui me l'avait envoyé, il était en vert. L'autre, c'était des toutes petites marges, l'autre, c'était des grandes marges. Limite, j'en avais une en italique. Enfin, on a toutes des petits kinks. Mais ensuite, quand j'ai mis tout dans la police, que moi, je trouve la seule bonne, évidemment, et que je les ai lus les uns à la suite des autres, là, j'ai vu que ça marchait. J'ai vu que c'était bizarre comme bouquin, mais qu'en fait, elles avaient fait exactement ce que j'avais espéré qu'elles fassent, c'est-à-dire elles avaient vraiment livré quelque chose d'elles, elles savaient exactement ce qu'elles voulaient raconter là-dessus, et elles avaient toutes utilisé des outils littéraires différents. Le texte de Claire Berest, par exemple, qui est extrêmement dense, qui est comme une seule respiration, le texte de Louise Broways, qui est extrêmement poétique, Camille Ansaume, qui a cette écriture très... qui a l'air extrêmement comme en couleur primaire, et en fait, elle est capable d'ouvrir son cœur comme peu de gens en sont capables, je trouve, cette fille-là. Voilà, elles ont tout apporté ça et à la fin, ça a fait ce livre. Par rapport à Yoko Ono, je reviens 2 secondes dessus, c'est que en le lisant, je connaissais pas non plus très bien du tout même sa vie. Et en le lisant ta monographie poétique, je me suis dit que c'était la seule bonne manière de raconter la vie de Yoko Ono. Enfin, en fait, en effet, je trouve que la forme la forme correspond parfaitement au fond, et je trouvais que c'était assez fort. J'ai l'impression que tu t'intéresses aussi beaucoup à la technique quand tu en parles, et qu'il y a ce côté-là chez toi où il y a ce talent de narration, mais aussi je trouve vraiment dans la technique littéraire que je trouve assez bluffant. Oui. C'est gentil. Alors, il y a 2 choses. 1, l'année où est sorti mon livre sur Yoko Ono, sont sortis 3 autres livres sur Yoko Ono en France. Un livre de Camille Viéville aux éditions Les Pérégrines, qui est une biographie plus en prose, plus dense, mais où elle parle beaucoup de son rapport à Yoko Ono. Elle aussi, elle est très dans la biographie elle-même. Un autre recueil de poésie à l'Ours,
non, au Chat polaire. J'ai fait une rencontre avec l'auteur, je me rappelle plus de son prénom, mais c'est super, son bouquin aussi, en poésie. Et je crois qu'il y en a un 4e en préparation. Donc c'était vraiment l'année Yoko Ono. Et je suis à peu près sûre qu'aucun de nous ne l'a fait à cause de la rétrospective. C'est plutôt comme si c'était quelque chose qui avait fini par exploser comme un volcan. Différentes personnes avaient envie de parler de Yoko Ono en ce moment. Pour la question de la technique, merci. Mais moi, j'ai l'impression, il y a plein de techniques que je maîtrise pas. Je suis pas capable d'écrire du théâtre. Je suis pas capable d'écrire du cinéma. Je suis pas capable de. Il y a des trucs que j'aimerais savoir faire que je peux pas faire. Le bouquin que j'écris en ce moment, c'est un peu un polar. J'ai mis 3 ans à comprendre qui était le coupable. C'est insupportable, mais vraiment quoi. J'ai passé 3, mais peut-être même 4, peut-être même 5 ans à voir le début de ce truc et à me dire putain, ce serait trop stylé d'écrire un polar et tout. En plus, j'adore, je lis Agatha Christie en boucle et tout. Je me demande comment, parce que avant je lisais Agatha Christie juste pour le plaisir, mais dès que je vais pas bien, je relis Agatha Christie et je me rappelle jamais qui a fait le coup, c'est naze. Alors que j'ai une mémoire de ouf, mais je me rappelle jamais. Et j'arrivais pas. Et maintenant, je lis Agatha Christie en me disant mais putain, mais comment elle fait? C'est trop malin, c'est hyper bien foutu Agatha Christie en fait. Et elle en a fait tellement. Je veux dire, moi, trouver juste une idée comme ça, et donc je galère vachement sur certains trucs. Mais après, ces dernières années, notamment en étant l'iconoclaste, donc moi j'étais au Rouergue avant, j'ai rejoint l'iconoclaste parce que mon éditrice est partie là-bas. Je dis ça parce que souvent on pense que j'ai rejoint une plus grande maison, mais il y avait une raison, juste j'ai suivi la personne avec qui je travaille depuis 12 ans maintenant. Et Sophie de Sivry, qui était la fondatrice et la directrice de l'iconoclaste, et qu'on a perdue il y a 1 an et demi, je pense. C'était une femme extrêmement passionnée, c'est pour le moins qu'on puisse dire. Quand elle m'a fait sa proposition pour rejoindre la maison, elle m'a dit je ferai en sorte que tu puisses faire absolument tout ce que tu veux faire. Alors, parfois, elle a mis 2-3 limites. De temps en temps, j'ai apporté des projets où elle m'a dit ah oui, génial, et ensuite elle a dit on va pas le faire. Bon, mais je me suis toujours dit aussi que travailler à faire des livres, si ensuite on a un éditeur qui dit oui à tout ce qu'on raconte, c'est que c'est pas un bon éditeur. Évidemment qu'on a des idées de merde parfois et qu'il faut que quelqu'un nous. Non. Mais elle m'a dit ça. Elle m'a dit je veux que tu puisses déployer des choses. Alors c'est pas grand chose de déployer des choses comme ça, mais c'est vrai que tout d'un coup avoir la possibilité de faire des tout petits livres, de faire de la non-fiction, de faire un texte autobiographique minuscule, de faire des livres qui ont ni début ni fin, qui sont simplement. Moi, j'ai senti que ce qu'elle me disait, c'était que ce qui l'intéressait, c'était la texture de ce que je produisais et qu'en fait, la forme, effectivement, pouvait être laissée à mon bon jugement. Et je trouve ça très important. Et je pense que dans le travail d'un livre, c'est extrêmement, en tout cas pour moi, c'est extrêmement important à chaque fois de considérer. Je fais pas de plan, mais je réfléchis toujours beaucoup et je change beaucoup d'avis à la taille que ça va faire. Parce que c'est pas la même chose. Quand on fait un tout petit livre, tout doit être du vif-argent. On peut pas faire un roman de 120 pages avec des ventres mous. C'est pas possible. Enfin, on peut, mais moi je pense que c'est une très mauvaise idée. Il faut que ce soit impeccable. Mais en fait, plus on fait un gros livre, et on peut avoir envie de changer de format. Moi, j'aimerais faire des livres de 600 pages, mais ça n'a pas l'air d'être mon genre de beauté, manifestement. Mais j'aimerais bien réussir à faire ça. Mais j'arrive pas à maîtriser cette technique-là, par exemple. À chaque fois, je pense que je vais réussir à faire 400, 600 pages. Et en fait, je passe mon temps à dégraisser et je me trouve avec un bouquin de 200 pages et j'en peux plus, mais je n'y arrive pas, quoi. Mais quand on fait un livre plus grand, au contraire, il faut qu'il soit beaucoup plus contrasté. Il faut laisser dans un livre plus gros de l'espace pour que le lecteur puisse se reposer. On ne peut pas lui envoyer de la mitraille non-stop parce qu'on sait qu'il ne pourra pas le lire en un sitting. Ça, c'est une chose très importante. La façon dont on découpe un texte, dont on le découpe en parties ou en chapitres et même en paragraphes, en fait, c'est l'équivalent d'une partition musicale où on indique les mouvements et le rythme. Je suis nulle en musique, mais je crois qu'une partition, ça sert à ça en gros, non ? Ça, et donc, quand on fait un livre, mais ça, c'est des choses capitales sur l'écriture, je trouve, et sur la structure, mais que je n'ai comprises qu'au bout d'années de pratique et que je n'ai jamais vues écrites quelque part. Et ça, je trouve ça très bizarre de jamais avoir vu quelqu'un qui expliquait ça. Et peut-être il y a des livres techniques que j'ai juste pas lus, hein. Mais cette idée-là, c'est-à-dire quand on fait un livre, si vous faites un livre avec des chapitres très courts, ce que j'ai fait par exemple dans Ma Dévotion, mon 3e roman, en fait, chaque paragraphe est un chapitre. Et du coup, ça marche pas à tous les coups, mais en fait, le lecteur ne peut pas s'arrêter. Parce que ce que vous faites quand vous lisez le soir, en général, les gens lisent le soir, c'est que vous lisez, c'est très très bien, je commence à me faire un peu chier, c'est très bien quand même, bam, bam, bam. Et puis à un moment, si vous en avez un peu marre, vous regardez,
quand passe le prochain bus, c'est-à-dire où est le prochain chapitre. C'est logique. Si c'est bientôt, vous tenez. Si c'est trop loin, vous cornez. Quand vous cornez, c'est votre droit le plus strict, mais en fait, vous violez complètement l'ordonnance du livre telle qu'elle a été pensée par son créateur. Et donc, c'est comme si vous alliez au restaurant dans un 4 étoiles, bouffer un truc, et on vous dit, vous devez mettre le petit fumet de café dans l'esturgeon, et vous n'y êtes pas du tout. Bon, c'est complètement OK de faire ça. Les livres appartiennent au lecteur, évidemment. Mais n'empêche que ça n'a pas été fait pour être utilisé comme ça. Alors qu'en faisant des chapitres très courts, en fait, et je l'ai su parce que mon notaire m'en a parlé, mon notaire étant un homme de droite qui porte un gilet de chasse, qui a 70 ans, avec qui a priori je n'ai aucun point commun et qui se trouve être mon plus grand lecteur sur Terre, ça n'a pas de sens. Et il m'a dit ça, il m'a dit j'ai lu ce livre et ben en fait j'ai jamais pu aller me coucher parce que je lisais un chapitre et je me disais bof, le chapitre d'après il fait 15 lignes, je le lis, et après, et après, et après. Et ça, prendre conscience de... Le pouvoir, c'est un mot un peu trop fort, mais plutôt du sortilège qu'on peut avoir sur le lecteur et de comment est-ce qu'on va pouvoir le diriger à distance sur la façon dont il va manier l'objet qu'on a fabriqué. Je trouve que c'est quelque chose à prendre en compte. Dans certains livres, ça peut ne pas être un enjeu. À certains endroits du livre, ça peut ne pas être un enjeu. Mais la façon dont on séquence un livre, elle a du sens. Quand on lit, par exemple, Le bruit et la fureur de Faulkner, vous savez, on parle souvent du fait que le chapitre 4 ou 7, je me rappelle jamais, est fait d'une seule phrase, qui en plus, c'est un truc à propos des poissons, mais qui a à peu près aucun sens en réalité. En fait, quand Faulkner il fait ça, et à chaque fois qu'un écrivain fait ça, ce que ça veut dire, c'est que cette phrase vaut un chapitre de 30 pages. Les autres chapitres font 30 pages, ou 15, ou que sais-je, et donc c'est une façon de sertir. La question de comment est-ce qu'on sertit ce qu'on écrit, certaines phrases ou certains éléments pour qu'ils apparaissent extrêmement clairement au lecteur, ça, c'est une énorme partie de l'art littéraire. Parce qu'en fait, moi, je travaille aussi comme lectrice de manuscrits pour les maisons d'édition, donc je lis une dizaine, ça dépend des années, des fois 30, des fois 5 manuscrits par mois. Et mon travail, c'est les éditeurs me les donnent et je leur fais une fiche résumée, je donne mon avis et ensuite ils décident s'ils vont eux-mêmes le lire et où contacter l'auteur et où le publier. Voilà, je donne juste un avis. Et en fait, c'est très intéressant à regarder parce que c'est de l'écriture brute. Et je dis ça sans aucun jugement. En fait, c'est ça qui me passionne là-dedans. Et il y en a qui sont extraordinaires. Mais c'est aussi des endroits où les maladresses possibles m'apparaissent très clairement, y compris mes propres maladresses. Et donc, de temps en temps, je vois bien que l'auteur a voulu faire un cliffhanger, par exemple, mais il l'a pas mis au bon endroit. Ça marche pas. Parce que là, on l'a pas vu, parce qu'il y a des buissons devant, parce que tu nous as raconté, et du coup, on voit pas que... Et ça, c'est très intéressant, comment placer les choses, les mettre en évidence, comment, quand on a écrit un paragraphe dont on pense qu'il est vraiment de très bonne facture, comment le mettre à un endroit où notre lecteur va le regarder avec la même attention qu'il accorderait, par exemple, à un tableau tout seul dans une pièce. Alors que si on l'a mis à un endroit où il n'est pas mis en valeur, comme ça, le lecteur va passer dessus et jamais se rendre compte. Alors que nous, on pense que ce truc-là, il est cool et que ça vaut le coup de le regarder d'un peu plus près. Donc voilà, tout ça, je trouve ça, cette partie-là de la technique, je la trouve extrêmement, extrêmement intéressante. Ouais. Bonsoir. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Sauvage et je me demandais quel genre de recherche tu as fait pour écrire ce livre, notamment sur tout l'univers de la cuisine. Merci. Et ben en fait, j'avais voulu écrire un livre sur la cuisine parce que j'aime bien la cuisine, mais je me suis rendu compte que je savais rien. Mais rien de rien. Et du coup, j'ai commencé à acheter des livres sur la cuisine. J'ai acheté des livres de recettes, j'ai acheté des autobiographies de cuisiniers, des odyssées en cuisine. J'ai lu les tout premiers livres sur la cuisine, l'art culinaire d'Apicius. Enfin, je suis remontée très loin, quoi. L'histoire de la cuisine bourgeoise, l'histoire des épices, pourquoi est-ce qu'on mange comme on mange. Enfin, des milliards de trucs. Et puis, dedans, déjà, c'était passionnant, en vrai, je trouvais. Et dedans, je notais tous les éléments dont je pensais pouvoir me servir. Tout un tas de vocabulaire particulièrement ornementé, où je me disais que ça allait rendre bien, et que j'avais envie d'utiliser, des recettes que j'avais pas envie de manger, mais par contre, les mots côte à côte étaient trop cool. Et puis, ça m'a aussi entraînée à lire... Ça m'a emmenée notamment jusqu'à un livre qui a été très important pour moi, et dont je parle dans Gertrude Stein, et qui est d'une certaine façon le point de départ de Gertrude Stein. Je suis tombée sur un livre qui s'appelle « Une épopée en cuisine » de Rebecca May Johnson. Rebecca May Johnson, c'est une Anglaise qui doit avoir à peu près le même âge que moi, qui écrit sur la cuisine et là qui écrit un livre c'est le livre qui m'a fait me rendre compte de cette histoire-là, de ce que les femmes pouvaient changer à la forme. Mais Rebecca May Johnson, elle écrit un livre qui est de la non-fiction de façon très claire, mais c'est un livre sur ce qu'elle ressent quand elle est en cuisine. Mais ce qu'elle ressent, pas seulement
quand elle cuisine. C'est pas seulement une histoire de se sentir nourricière, c'est pas seulement une histoire de souvenirs de cuisine, c'est comment elle se sent dans sa cuisine, qu'est-ce qu'elle fait. Elle parle de refaire la même recette encore et encore, jusqu'à ce que la recette dérive. Elle parle de... Je sais pas comment expliquer. C'est un texte qui est complètement hors norme, où elle parle mais de toutes sortes de choses. Et c'est le fait d'avoir fait des recherches pour un roman très classique que moi j'écris sur la cuisine qui m'a emmenée là. Donc la partie recherche, elle sert en général à remplir mon panier d'éléments et puis d'être sûr que je maîtrise mon sujet au moins le temps d'écrire le livre. Aujourd'hui, je serais incapable d'expliquer tout ça. Et la plupart des recettes, je les fais pas. C'est pas ma façon de faire la cuisine, c'est pas ce genre de choses que je fais. Mais au moment où je fais le livre, je dois être compétente sur le sujet dont je parle. Donc je refais un tout petit doctorat sur la cuisine. Bonsoir. Donc moi, je voulais revenir sur la partie structure que j'avais trouvée passionnante. Et notamment, tout à l'heure, vous avez dit sur le livre de Yoko Ono, vous aviez une idée de départ très claire qui me semblait hyper intéressante. Et vous avez dit, mais non, je suis pas capable. Comment est-ce que vous avez essayé, vous y arriviez pas, ou qu'est-ce qui dans votre esprit vous dit, en fait, c'est pas cette forme-là, c'est pas celle qui correspond à mes capacités. C'est même pas une question de capacité, peut-être de personnalité ou voilà, et qui vous a fait choisir au final autre chose. En fait, ce que je fais depuis quelques années, et ça paraît bizarre, mais en fait c'est très rationnel, je trouve, c'est que je travaille toujours sur plusieurs livres en même temps. Ça fait des années que je fais ça. Donc sur mon ordinateur, il y a en ce moment là, il y a un dossier qui s'appelle Livres en cours, et dedans il y a je pense entre 10 et 15 textes. Bon, évidemment, je ne travaille pas sur ces 15 textes tous en même temps, tout le temps. C'est pas ça que je fais. Avec le temps, je me suis rendu compte que quand j'étais jeune et que je travaillais sur un seul roman pendant toute une année, je voulais tout faire rentrer dedans. Et donc, des fois, j'avais des idées qui en soi n'étaient pas mauvaises, mais elles n'avaient rien à foutre là. C'est le cas des quelques pages que j'avais écrites sur Yoko Ono dans Sauvage, et mon éditrice m'a dit « Elles sont très bien, mais elles n'ont rien à foutre là ». Bon, et puis écrire plusieurs livres, c'est aussi une façon de... En fait, écrire, ça consiste beaucoup à fuir la peur, c'est-à-dire à éviter la page blanche, se dire je vais pas y arriver. Et donc, en travaillant sur plusieurs livres, par exemple, là, le roman que j'écris, quand je bloque dessus, le soir, je me mets à mon truc, imaginons, j'écris et puis je me dis putain, je sais vraiment pas comment faire, j'arrive pas à résoudre ce problème, je sais pas. Et ben, je vais dans ce dossier, j'ouvre un autre texte qui est aussi en cours, et je travaille dessus. Et comme ça, je perds pas de temps, je reprends confiance dans mes capacités créatrices et je mets mon énergie au bon endroit. Et donc, dans ce dossier texte en cours, il y a des livres que sans doute je vais jamais écrire. Et donc, l'idée de faire le roman sur Yoko Ono, l'idée est bien. Ça aurait pu être une idée que j'aurais donnée à quelqu'un d'autre. Ça peut arriver des fois très rarement, mais ça m'est déjà arrivé très ponctuellement, d'avoir un truc, d'avoir un filon, mais je sais que je peux pas le faire, mais je sais que cette personne-là, peut-être ça l'intéresserait. Et donc, je propose à quelqu'un d'autre ce truc, qui est fait ou qui est pas fait, mais c'est une idée. L'intérêt, c'est que les textes, ils existent. Et donc, le Yoko Ono, je voyais exactement ce que ça aurait voulu dire de le faire. Je pense que j'ai dû écrire quelques phrases, et ça m'intéressait pas du tout. J'en avais rien à foutre de faire ce texte. Ça m'intéressait pas. Même le fait de faire un texte avec un clin d'œil comme ça, c'est pas ça que je fais. Ça me laissait pas assez de liberté. Et puis en fait, j'avais pas envie de faire un livre où je prendrais le lecteur pour un con en donnant. L'idée est pas mal, mais j'ai pas envie d'être la personne qui fait ça. Et donc ça restait là. Mais si bien que, tout d'un coup, quand Alexandre Bord me dit un texte de poésie, voilà la bonne forme avec à peu près la même idée, mais on ajuste un peu. Et ça ressemble à un texte que je peux faire. On l'a dit en introduction, tu es traductrice aussi. Et, je trouve que dans ta manière d'écrire, tu es très précise dans le langage. Tu fais des phrases qui sont généralement assez courtes et on sent qu'il y a toujours de la précision. Et moi, c'est ce que je retrouve quand je lis de la littérature américaine. Et je me suis demandé, voilà, si toi aussi tu faisais le lien et si tout ce que tu as pu étudier, traduire, t'influencer dans ta manière d'écrire en français. Moi, j'ai lu principalement de la littérature anglo-saxonne dans ma vie. C'était ça qu'il y avait dans la maison dans laquelle j'étais. Quand je me suis retrouvée en fac de littérature moderne, lettres modernes, j'étais ignorante, c'était embarrassant. C'est-à-dire vraiment, j'ai passé des oraux avec des profs qui m'ont dit « mais vous ne comprenez rien ».
vous ne comprenez absolument rien à ce qu'on est en train de vous apprendre. La culture littéraire française, l'histoire littéraire française, c'était des choses, moi je savais même pas que ça existait d'une certaine façon. Il y avait des Zola à la maison, il y avait des Flaubert, mais la rentrée littéraire par exemple, je savais pas, je connaissais aucun auteur. Quand j'ai commencé à devenir écrivain et donc à aller moi aussi dans les salons, je ne savais rien de ce qui s'était passé les 50 années précédentes. C'était une chose complètement problématique. Et donc, oui, principalement de la littérature anglo-saxonne. Je lis en anglais maintenant la plupart du temps en plus. Donc, je lis des livres que j'adore, mais que je peux prêter à pas grand monde. Plein de gens lisent en anglais, mais mes copines pas trop. Et donc, je pense qu'évidemment, moi, c'est ça mon modèle. Hein, les auteurs que je cite, c'est toujours les mêmes. Gertrude, Philippe Roth, Ernest Hemingway, Franzen. C'est ça les choses qui m'excitent. Et ces gros livres que je suis incapable d'écrire, c'est ça que je voudrais faire. Mais c'est quelque chose qui date d'il y a tellement longtemps. Et puis moi, je suis la seule personne à vraiment pas du tout pouvoir lire mes livres. Donc j'aurais tendance à penser qu'ils sont effectivement teintés par cette culture très orientée anglo-saxonne. Mais j'en suis pas sûre. Et la structure de mes livres ne l'est pas. Et la langue peut-être un peu. Après, c'était quelque chose qui était très important dans ma famille. Mes parents, ils parlaient tous les deux très bien anglais. Ils avaient voyagé aux États-Unis ensemble, donc ils sont complètement français, mes parents. Parce que quand je raconte ça comme ça, on dirait que je viens d'une famille. Mais et en fait, à la maison, faut imaginer, on parlait un mélange. On parlait un mélange. Les mots d'anglais apparaissaient un peu partout. Mes parents, ils étaient obsédés par l'étymologie, donc il n'y avait pas un dîner où on n'allait pas sortir le dictionnaire pour vérifier quelque chose, expliquer d'où venait ce mot. Mes parents, ils passent leur temps encore aujourd'hui à lire des livres autour de choses comme ça, c'est-à-dire de comprendre des trucs d'étymologie. Ils regrettent de ne pas parler plus de langues. Enfin, c'était un truc qui était très présent. Donc quand j'écris, j'ai un stock de mots qui sont mes mots préférés, auxquels je vais toujours revenir. Je fais des répétitions comme tous les écrivains. Mais les moments où je dois vraiment choisir entre un mot et l'autre, je vais toujours aller voir l'étymologie. Et je vais choisir en fonction de l'étymologie qui me plaît le plus. Et puis aussi, j'ai compris, et ça en partie en lisant Gertrude Stein depuis longtemps, et en faisant de la traduction sûrement, parce que la traduction, c'est... Là, par exemple, je lis un livre de Bill Bryson. Bill Bryson, qui est un auteur de non-fiction anglais, qui a écrit notamment... celui que je lis, il s'appelle « Faire le tour du monde sans sortir de chez soi ». Et c'est un livre dans lequel il explique qu'il a acheté un ancien presbytère en Angleterre et qu'il va raconter l'histoire de la vie domestique en passant de pièce en pièce dans sa maison. Et donc, il est dans la cuisine et il raconte plein de choses qui ont à voir avec comment les cuisines ont été inventées en tant que pièces, et puis ensuite, qu'est-ce que c'est que... Moi, ça me passionne, évidemment. Et en fait, je le lis, je vais jamais traduire ce livre, il est déjà traduit. La langue de Bill Bryson, mais je m'arrête toutes les 2 pages pour la traduire dans ma tête, juste pour le plaisir, parce qu'il écrit un anglais, mais délicieux à traduire en français. Quand je traduis de l'anglais, je traduis pas toujours des anglais, j'ai traduit une canadienne 2 fois, des anglais, des américains, et puis, c'est pas seulement l'origine du pays. En fait, on n'utilise pas tous la langue de la même façon. Et l'anglais, c'est un mélange de français et d'allemand. La structure, enfin, les verbes sont allemands et les adjectifs, on va dire, les noms plutôt, sont très français. Mais on peut l'utiliser de plein de façons différentes, l'anglais. C'est pour ça que c'est une langue qui a champignonné avec autant de succès à la surface du globe. Et donc, quand je traduis un auteur, des fois, il utilise la langue anglaise d'une manière très française et ça la rend beaucoup plus facile à traduire. Quand il l'utilise d'une manière très allemande, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Parce que je comprends exactement ce qu'il veut dire. Des fois, je comprends pas, mais en général, je comprends quand même. Je comprends, mais je sais qu'il n'y a pas de... C'est même pas qu'il n'y a pas de mots pour le dire dans ma langue. C'est qu'il n'y a pas cette structure grammaticale pour le dire. Et ça, c'est un enseignement extrêmement intéressant. Je reviens à Yoko Ono. Je suis tombée sur un article à propos de Yoko Ono qui disait... Le problème quand on commence à s'intéresser à Yoko Ono et qu'on découvre que finalement c'était une personne passionnante, c'est qu'on arrive à cette question complètement vertigineuse de se dire si on m'a menti sur Yoko Ono, sur quoi d'autre m'a-t-on menti? Et je trouve ça très intéressant et c'est un peu la même émotion avec la traduction. Des moments de grand vertige devant une phrase que je comprends et je sais qu'on ne peut pas la dire dans ma langue et pourtant l'émotion qu'elle décrit, je la connais et donc je dois prendre conscience du fait que je ressens des émotions qui ne sont pas dissibles dans ma langue. Ce qui n'est pas la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un sur Terre, mais c'est quand même, ça pose plein de questions. Quoi d'autre nous échappe en permanence? Quoi d'autre nous est refusé?
Donc la traduction, de ce point de vue-là, c'est vraiment un exercice qui active des endroits différents de mon cerveau. Des fois, c'est hyper laborieux. Des fois, c'est donc une langue très difficile à traduire pour moi. Mais j'aime bien la simplicité du geste. J'aime beaucoup le fait que ça me permette de travailler à un clavier, de manier du texte, mais de pas être responsable de la même façon. J'ai mis longtemps à comprendre que la raison pour laquelle les éditeurs me confiaient des textes, c'était pas parce que je parlais anglais, mais parce que j'étais moi-même écrivain. Et que donc, j'avais une maîtrise de la langue, non pas anglaise, mais française, qu'ils espéraient en mesure de rendre quelque chose. Parce que la traduction, quand j'ai commencé, moi j'étais très fidèle en traduction. Je me disais, moi quand je choisis un mot, typiquement, je vais regarder l'étymologie, je choisis les choses très précisément. Donc cet auteur que je suis en train de traduire a vraisemblablement fait la même chose, en tout cas par défaut, je vais lui prêter la même stratégie. Et donc il faut que je colle absolument à ce qu'il a dit. Donc je me retrouvais à traduire des métaphores. On ne peut pas traduire des métaphores, ça n'est pas possible. Et donc je faisais des choses très maladroites au départ. Et la première éditrice avec laquelle j'ai travaillé, c'était une copine. Et elle m'a dit ça, mais vraiment comme une copine qui dirait t'as de la salade entre les dents. Elle m'a dit non, en fait, c'est pas non, faut pas traduire fidèle. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. J'étais putain. Et donc maintenant j'ai compris. Maintenant je lis le texte et j'essaye de rentrer dedans et je découvre des choses sur le texte et je suis pas du tout sûre de le faire bien. À chaque fois que je rends un texte de traduction, je m'attends à ce que l'éditeur m'appelle et me dise vous êtes nul à chier. C'est ça que je pense. Mais en fait non, il continue et donc je me balade là-dedans. C'est très passif d'une certaine façon et c'est agréable des fois d'être passif. Tu as l'air d'être une personne à qui demander des conseils pour écrire. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaite exactement se lancer? Le premier truc, quand on écrit, sans doute faut le faire parce qu'on en a envie, mais ça c'est assez évident. La première qualité pour écrire, les gens ils vont me dire c'est l'imagination. Non, c'est d'être capable de rester assis sur une chaise. Il y a plus de gens avec de l'imagination que des gens capables de rester assis sur une chaise à se concentrer tout seul sur un truc qui peut-être n'a aucun sens. Moi, je trouve ça très important quand on pense à l'écriture de revenir à des notions extrêmement prosaïques, extrêmement concrètes. Ça va vouloir dire ça, écrire. Ça va vouloir dire être seul et recommencer et recommencer et recommencer. Mon mari, qui est pas le dernier des cons, quand il me voit travailler, il est terrifié. Il me regarde et il me dit « Mais t'es en train de relire encore ?» Et je lui dis, mais en fait, mon travail consiste à relire. À chaque fois que je travaille, je relis. Et il me dit, mais jamais je pourrais faire un truc aussi chiant de ma vie. C'est la pire chose au monde. Mais sauf que, moi, je fais que ça tout le temps, en permanence. Et je déplace des petits blocs de texte comme une maniaque, comme ça. Donc, faut avoir conscience du fait que c'est quelque chose de très... de très petit, de très... Et en même temps, avec ça, on peut faire des choses immenses, mais faut pas se tromper, quoi. Ça va pas ressembler à courir dans un grand champ, dans une lumière dorée. Non, ça va ressembler à être enfermé dans un placard, à manger ses chaussures. Ça ressemble plutôt à ça. Et après, je trouve le truc qui permet de progresser et d'avancer, c'est d'accepter une fois pour toutes le fait que ça sera... En vrai, ça sera toujours le lecteur qui aura raison. Si on écrit un texte et qu'on le fait lire, que ce soit à un éditeur, à un pote, à quelqu'un qui nous veut du bien, si vous faites lire un de vos textes à quelqu'un qui vous déteste, non, bien sûr. Mais quelqu'un qui nous veut du bien, quelqu'un qui s'y connaît même un tout petit peu, quelqu'un qui a déjà lu un livre, c'est déjà vachement bien. Un éditeur, n'importe. Si quelqu'un vous dit qu'il y a quelque chose qui marche pas, cette personne a raison. Fin de la discussion. On fabrique les livres pour se donner du plaisir tant qu'on les fait chez soi. Et on a parfaitement le droit de se donner ce plaisir-là, c'est complètement OK. Mais par contre, ils sont destinés de façon très confuse à d'autres gens dont, dans l'absolu, on n'a pas connaissance encore. Et donc, c'est eux qui vont nous dire si on est parvenu à faire du texte un objet maniable, un objet lisible, un objet excitant. C'est eux qui vont nous aider à savoir si les choses, précisément, sont disposées au bon endroit. Quand je suis à la fin d'un texte, plein d'endroits dans un texte, je le donne à mon éditrice et c'est vraiment un truc à la Tirésias, c'est-à-dire que on est d'accord sur le livre qu'on veut faire, mais moi je ne peux pas voir où sont les problèmes. Et donc j'ai les yeux fermés, je lui dis dis-moi où sont les trous et après je les raccommode, c'est moi qui m'occupe de les raccommoder, mais il faut que tu me les indiques, je ne peux pas les voir. Et donc ça c'est quelque chose de très important à capter, c'est que évidemment que dans l'acte d'écrire, il y a une immense arrogance, il y a un immense orgueil. L'idée qu'on puisse ajouter un livre au livre qui existe déjà, l'idée qu'on puisse dépenser du temps qui pourrait être utilisé à des choses plus fructueuses, faire ça, l'idée en soi, voilà, beaucoup d'arrogance, mais ça pourra pas fonctionner sans beaucoup d'humilité à d'autres moments dans ce travail. Au moment où on le présente, au moment où on le retravaille, à plein de moments, il faut au contraire être complètement prêt à avaler tout ce qu'on peut nous dire là-dessus, parce que c'est toujours ça la bonne boussole. Toute dernière question rituelle qu'on pose à chaque invité, c'est
qui tu nous conseillerais d'inviter pour venir discuter avec nous? Bah franchement, le dernier bouquin que j'ai lu qui était quand même complètement dingue, et je dois pas être la seule à l'avoir lu cette semaine. Et c'est une nouvelle arrivée, mais le bouquin d'Adèle Lyon, c'est complètement dingue. Donc là, tout de suite, parce que j'ai envie de vous dire Titu Lecoq, Nadia Dame, que sais-je, mais j'imagine que vous avez déjà eu les grands noms. Mais ouais, moi je trouve qu'Adèle Lyon a fait une entrée en littérature à un endroit très particulier, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de recherche, beaucoup de plein de choses, et à raconter un truc où en fait on comprend tous très bien de quoi elle parle, quoi. Eh ben, merci mille fois. Merci à Claire. vous. On va Merci beaucoup. garder du temps pour les dédicaces. Merci à vous. C'était vraiment une super rencontre.